Carnier, vous êtes ce qu'on a coutume d'appeler un haut fonctionnaire. Vous avez été inspecteur, puis inspecteur principal des douanes, inspecteur des finances. En 2000, vous avez accompli de nombreuses missions dans le domaine culturel, avant de rejoindre en 2004, en tant qu'administrateur général, l'établissement public du musée et du domaine national de Versailles, présidé alors par Christine Albanel, que vous suivrez en 2007 au sein de son cabinet de ministre de la Culture et de la Communication. En 2009, vous retournez dans votre corps d'origine, tout en prenant la présidence du conseil d'administration du Centre national de la danse, avant de devenir, en septembre 2010, directeur adjoint de l'Opéra national de Paris. Alors maintenant, moi j'ai la chance de pouvoir regarder les journaux télévisés du 20h en direct, et j'ai eu le plaisir de vous voir en mardi soir sur France 2, dans le cadre d'un sujet où vous faisiez découvrir les faces cachées du Palais Garnier. Alors j'imagine que l'Opéra national de Paris, ce n'est pas seulement, et loin de là, un bâtiment aussi extraordinaire soit-il. Est-ce que vous pouvez nous dire en gros ce que recouvre aujourd'hui cet ensemble de l'Opéra national de Paris? Alors, l'Opéra national de Paris, c'est d'abord un établissement public, industriel et commercial. Donc, c'est cette forme juridique un peu particulière d'une mi-administration, mi-entreprise. Nous avons un budget de 200 millions d'euros, dont 50% provient d'une subvention de l'État. Alors, ça paraît beaucoup, 100 millions d'euros de subvention de l'État, c'est vrai que c'est un chiffre assez important. Bon, je ne critiquerai pas mon budget ce soir, vous avez tous compris que c'était un sujet à ne pas aborder. Mais néanmoins, dans le spectacle vivant, arriver à s'autofinancer à 50%, c'est une performance assez importante. Et sur ces 100 millions de ressources propres, il y en a environ les 2 tiers qui proviennent des recettes de billetterie. On a atteint en 2012 un taux qui nous satisfait plutôt, qui est de 96% de taux de fréquentation à Bastille et à Garnier. Et donc ça fait partie des sujets qui nous préoccupent beaucoup. On va en reparler effectivement, mais donc vous parlez de Bastille, il y a Garnier, il y a d'autres activités. Il y a aussi l'école de danse de Nanterre, qui forme tous les futurs membres du ballet de l'Opéra de Paris. Et puis on a un atelier dans le boulevard Berthier, à côté d'un immense chantier qui est en train de se monter à l'heure actuelle et dans lequel qui nous sert de zone logistique. Alors vous venez de parler chiffres, on va continuer un petit peu dans cette veine-là, pas trop, mais c'est vrai que lorsqu'on pense à un établissement tel que l'Opéra de Paris, on pense forcément au fonds public. Alors vous l'avez dit, la subvention ne représente plus que 50% des recettes. Et vous avez même réalisé un résultat positif de 8,5 millions d'euros l'année dernière. Et donc comment avez-vous réussi à réaliser de tels résultats? Est-ce que c'est une gestion très rigoureuse? Oui, il y a forcément une gestion très rigoureuse, et puis il y a aussi une politique très forte de développement de ressources propres. Et là, de ce côté-là, on a mis en place pas mal d'initiatives. La première d'entre elles qu'on a prise, c'est de nous développer dans les salles de cinéma. Donc aujourd'hui, il y a 8 de nos spectacles qui sont diffusés dans 75 salles de cinéma en France tout au long de la saison. En direct En direct, ça on y tient beaucoup. Et également dans 150 salles en Europe et une cinquantaine de salles dans le monde. Et ça, on espère bien pouvoir continuer à développer l'activité. Ça fonctionne bien en termes de fréquentation? En termes de fréquentation, on est très content. On a dépassé les 100 000 spectateurs. On est parti malheureusement en retard par rapport au Metropolitan Opera New York. Ils ont pris 4 ans d'avance sur nous, donc on essaie de rattraper progressivement ce retard. Mais ça marche très bien, on en est très satisfait, à la fois d'un point de vue développement de ressources propres, mais aussi, je dirais, d'un point de vue de démocratisation culturelle et politique culturelle. C'est vrai que quand on habite dans une région, c'est pas toujours évident de prendre un billet de train pour venir à Paris, de s'acheter un billet, l'hôtel, on sait que tout ça c'est très cher. Et finalement, le fait de voir un spectacle de l'Opéra de Paris à 5 minutes à pied de son domicile et pour un prix tout à fait intéressant. Qui n'a rien à voir entre nous avec. Même si on a des prix pas très chers, on peut venir à l'Opéra pour 5 euros. Tous les soirs, vous avez 32 places qui sont vendues à 5 euros à l'Opéra Bastille. Et on tient beaucoup à garder ça parce que cet opéra il est fait pour toutes les bourses. Et puis j'ai vu parmi vos recettes commerciales également que vous aviez 6 millions d'euros générés par les 600 000 visiteurs du Palais Garnier. Ouais, on va même dépasser les 650 000. On fait partie des monuments les plus visités de Paris. Et donc à ce titre, on essaye de diversifier notre offre au maximum. On a installé un peu partout dans le Palais Garnier des vitrines qui présentent nos plus beaux costumes, nos accessoires. On a en ce moment une très belle exposition que je vous invite tous à voir sur le ballet de l'Opéra de Paris qui vient de fêter ses 300 ans. Et donc on retrace toute l'histoire de ce ballet.
Et puis on mettra en place au mois de septembre un dispositif d'audio-guidage pour les visiteurs pour justement essayer d'améliorer ce contenu culturel. On a la chance d'avoir un bijou. Palais Garnier, c'est un bijou, c'est un endroit absolument magnifique. Moi, je me lasse jamais d'y venir à toute heure du jour. Je l'ai vu mardi soir. Hein, oui. Voilà, absolument. Merci. Et donc, il y a un attrait très fort. Tous les Français connaissent le Palais Garnier, ne serait-ce que grâce à La Grande Vadrouille, qui a été un film fondateur. Tous les étrangers connaissent également le Palais Garnier grâce à la comédie musicale, le Fantôme aux Opéra, qui est passé à Broadway, à Londres et partout. Et donc, ce palais, il véhicule beaucoup de rêves, beaucoup de bonheur. Et donc, pour nous, c'est très important d'essayer d'en développer la fréquentation. Alors, autre source de revenus, les locations d'espace. Effectivement, beaucoup de films. Beaucoup de films, beaucoup de tournages, beaucoup d'entreprises qui louent tout ou partie du Palais Garnier pour y faire des événements. D'ailleurs, n'hésitez pas, si ça vous intéresse, on peut en parler à la fin. Et c'est vrai, beaucoup d'entreprises, justement, utilisent le rêve que porte le Palais Garnier pour y faire des grands événements, à la fois de présentation de nouveaux modèles ou tout simplement du réceptif pour des clients importants. Et ça, naturellement, on se met beaucoup à l'écoute des entreprises et de leurs souhaits pour essayer de leur offrir un service approprié. Puis un dernier point au niveau des ressources, c'est celui du mécénat, qui est un poste relativement important, près de plus de 9 millions d'euros. Et vous avez en ce moment une opération tout à fait intéressante sur la ceinture de lumière. Voilà, Charles Garnier, quand il a construit l'opéra, enfin quand il a achevé l'opéra en 1875, il avait construit un truc tout à fait révolutionnaire qui était une ceinture de lumière, c'est-à-dire qu'il avait implanté des colonnes, des lampadaires, des cariatides tout autour du Palais Garnier qui portaient un éclairage au gaz. Et à l'époque, le Palais Garnier a été le premier monument de Paris à être éclairé la nuit. Alors, bien sûr, l'éclairage au gaz, vous l'avez remarqué, a disparu depuis. Tout ça a été électrifié, mais malheureusement, les éléments, les lampadaires, les cariatides et autres n'ont pas été restaurés depuis 1875. On a commencé à faiblir un peu. Et donc, on a lancé une grande souscription nationale. On a proposé à des particuliers, à des entreprises d'adopter un élément de ce patrimoine, de contribuer à sa restauration. Et à la fin de cette restauration, le généreux contributeur laissera son nom à cet élément du patrimoine. Donc si vous souhaitez, alors il n'y a malheureusement plus de lampadaires à adopter, ils étaient à 15 000 euros, mais les cariatides à 50 000 euros, il nous en reste encore une dizaine. Donc là encore, n'hésitez pas si ça vous intéresse. J'ai de nombreux appels ce soir. Merci infiniment, c'était très utile. Ils vont rester allumés d'ailleurs la nuit. Ah ben bien sûr, l'idée c'est... Vous ne laissez pas pénaliser. Non, parce qu'on est monument historique, donc on a cette chance. Alors, vous parliez tout à l'heure d'un taux de fréquentation, on a l'impression, 96%, donc vous n'allez pas pouvoir beaucoup vous développer de ce côté-là. Ça va être un peu compliqué, à moins de pousser les murs. Peut-être qu'on peut faire davantage de représentation, mais en même temps, on a 350 levées de rideaux par an, donc on atteint un peu les limites du monument, d'où l'intérêt justement de diffuser nos spectacles autrement, d'où les initiatives dans les salles de cinéma, et puis on va développer aussi beaucoup de DVD, on va essayer de mettre en place du téléchargement légal sur notre site, afin de permettre à des gens, soit en streaming gratuit, soit en téléchargement, de pouvoir voir certains de nos spectacles. Le développement de la télé connectée sur Internet, à Internet aussi, va certainement nous permet de nous développer beaucoup de ce côté-là. Le licensing, donc, c'est aussi une approche possible pour une institution comme la vôtre. Disons que c'est une approche un peu originale, mais qu'on souhaite développer. Et c'est vrai qu'on est tout à fait disposé à réfléchir, à conclure avec des entreprises, des licences de marque pour développer des produits à notre nom. On sera naturellement un peu sélectif sur les produits qui pourraient porter le sigle de l'Opéra de Paris. On cherchera naturellement à rester plutôt autour de notre univers, mais néanmoins, pour nous, il est particulièrement important d'essayer aussi de se diversifier de ce côté-là et tout simplement de considérer que la marque Opéra de Paris, pour nous, elle a une valeur. Elle a une valeur qui nous paraît importante et qui nous paraît forte. Et donc, on souhaite naturellement la développer. Alors, vous avez deux lieux très, très différents, en fait, le Palais Garnier et l'Opéra d'Asti. Ils sont très différents physiquement, ils ont des programmations qui leur sont propres. Est-ce que dans l'esprit du public, il s'agit d'une même entité, ou bien est-ce qu'il ne faut pas d'ailleurs que ce soit une même entité? Je pense que dans l'esprit du public, c'est une même entité. J'en veux pour preuve le nombre de gens qui viennent à un spectacle à Bastille, alors qu'en fait, ils ont réservé à Garnier et réciproquement. Alors, coup de chance, il y a le métro. Il y a le métro et en 20 minutes, on arrive à joindre par la ligne 8 les deux établissements. Mais en effet, lorsque Bastille a ouvert, l'idée était plutôt de spécialiser Bastille sur le lyrique et Garnier sur la danse. C'est toujours un peu vrai, et c'est pas non plus complètement vrai. Les opéras baroques ont plutôt lieu à Garnier, et les grands classiques de Nureyev,
sont plutôt lieu à Bastille. On a donné cette année Don Quichotte à Bastille, le ballet, on va donner La Belle au Bois dormant. Si vous souhaitez des places, dépêchez-vous, il en reste pour beaucoup. Ça sera au moment des fêtes de Noël à Bastille, La Belle au Bois dormant, vous voyez, ça sera sûrement un très très grand succès. Donc voilà, les choses se partagent de cette façon-là. Donc vous ne les positionnez pas chacun d'une manière séparée? Non, ça ne servira à rien, et en fin de compte, on est un même établissement. Alors on connaît, on en a entendu parler déjà au cours de cette soirée, l'importance prise en général par les médias digitaux et les médias sociaux. Quelle est votre vision en la matière? Comment se positionne et agissent l'Opéra national de Paris, puis peut-être aussi ses artistes? Vous savez, alors, on va d'abord parler de l'Opéra de Paris, après les artistes c'est un peu compliqué parce que c'est une expression plurielle, comme on dit. Pour l'Opéra de Paris, on s'efforce naturellement d'utiliser les médias sociaux justement pour bien communiquer avec nos spectateurs et avec nos futurs clients. On a un site internet qui est le deuxième site d'opéra le plus visité de la planète, appelé celui du Met. Donc ça, on en est assez content, on essaie de le moderniser en permanence. On s'est installé, enfin on est présent sur Facebook et sur Twitter. Bon, je pense que pour la plupart des gens qui sont ici, on a sûrement un maniement de ces outils qui est plus proche de celui du dinosaure avec la pierre de taille qu'une véritable modernité. Néanmoins, on s'efforce de faire des efforts en permanence. Bon, on doit avoir 12 000 tweetos qui nous suivent, bon, c'est pas non plus monstrueux. Mais néanmoins, je crois que là-dessus, c'est un sujet sur lequel il faut qu'on fasse un gros effort parce qu'une institution comme la nôtre, elle doit être en confrontation directe avec la réalité. Et puis surtout, l'une de nos grandes ambitions de demain, c'est de pouvoir interagir beaucoup plus rapidement avec nos spectateurs. Parce que tout simplement, l'opéra et le ballet, c'est un monde de passion, et la passion, ça s'échange. Vous avez des applications mobiles aussi? Oui, tout à fait. On est présent sur iPhone. On a subi une révolution culturelle qui était d'arrêter pour nos abonnés un numéro de spectateur qui avait 8 chiffres que personne ne retenait, que tout le monde égarait, c'était un cauchemar absolu. Alors maintenant, depuis peu de temps, c'est grâce à un mail et un mot de passe, donc enfin on intègre la modernité. Bon, il était temps. Donc vous allez dans un marketing, vous aussi, de plus en plus digital. Naturellement, de toute façon, je pense qu'on n'a pas le choix. Alors, vous avez écrit un livre qui s'appelle Le Surintendant de Versailles, le rang des petites histoires d'un château mythique. Je ne sais pas si vous comptez écrire un nouveau livre sur l'Opéra Garnier et ou Bastille, mais quels ont été les grands enseignements que vous avez tirés de cette expérience à Versailles? Et est-ce que vous avez pu appliquer certains de ces enseignements à l'Opéra national? On apprend toujours de ces expériences passées. L'intérêt du château de Versailles, c'est une machine absolument incroyable, qui accueille quand même pas loin de 6 millions de visiteurs par an, et dont il faut arriver à faire entrer 3,5 millions par une pièce de 18 mètres carrés. Donc, et ça, on n'a pas le choix, malheureusement. Le salon de l'abondance, il est absolument incontournable dans ce château. Et donc, il y a toute une gestion, il y a toute la nécessité d'adapter notre offre et d'essayer de faire en sorte que nos visiteurs ressortent avec une pointe de satisfaction. Et puis le château de Versailles, c'est aussi une aventure humaine incroyable, avec des agents qui, pour la plupart d'entre eux, étaient là depuis très longtemps, avec des anecdotes absolument phénoménales, comme cet agent de nuit qui rencontrait très régulièrement Louis XIV et qui un jour a eu la gentillesse de lui dire qu'il lui avait parlé de moi. Et ça, c'était vraiment très, très sympa de sa part. C'est Marie-Antoinette qui est encore présente au Petit Trianon et que beaucoup de gens aperçoivent encore régulièrement. Et puis, c'est bonheur de circuler dans un endroit aussi chargé de l'histoire de France, et surtout à une période où notre pays, notre beau pays, était finalement un peu le phare de l'Europe. Et ça fait partie de ces moments de rêve que l'on peut vivre et qui restent suspendus. Mais au-delà de ça, est-ce que vous avez de votre expérience, vous avez tiré des enseignements Dans les relations avec les organisations syndicales, oui, beaucoup. D'accord. Et ça c'est extrêmement précieux. Ça, vous les appliquez, ces enseignements aussi, ou vous n'avez pas les mêmes? C'est pas tout à fait les mêmes, mais en tout cas, ils sont tous très sympathiques. Très bien, c'est politiquement correct. Je crois. Bien, alors j'ai juste une toute dernière question, parce que malheureusement, je suis tenu par cet engin qui est sur cette table. Dans votre livre, vous parlez d'une modernisation des institutions culturelles. On peut vous confier davantage que des gestionnaires, qu'à des historiens de l'art. La gestion, aujourd'hui, c'est un passage incontournable.
Il me semble, si vous voulez, l'Opéra de Paris accueille 855 000 spectateurs par an. Le château de Versailles, je l'ai dit, c'est un peu plus de 6 millions de visiteurs. Derrière, naturellement, il faut veiller au confort de visite, il faut veiller au service qu'on peut y apporter. Et c'est vrai qu'une vision qui est trop centrée à la fois sur la conservation d'un monument et qui refuse de voir cette réalité, qui est d'essayer d'ouvrir au maximum vers le plus grand nombre les monuments dont on a la charge, il me semble qu'en effet, des grands principes de gestion et de sains principes de gestion méritent de s'appliquer afin d'éviter parfois des querelles byzantines ou des erreurs d'interprétation qui peuvent être extrêmement fâcheuses. Donc je pense que ces outils formidables dont l'État assure la pérennité, eh bien, ils ont aussi besoin d'essayer d'être gérés sainement. Et en la matière, il me semble que la catégorie des gestionnaires, dont une grande partie est ici dans la salle, a à mon avis tout à fait légitimité à le faire. Très bien, que ça part mieux. Merci beaucoup.